Ce domaine sur lequel peut être bâti un nouveau stade avec ses annexes et des infrastructures hôtelières, sans compter le premier stade, le stade El Hadji Saïfoulaye Diallo. La délégation du comité visite quelques infrastructures existantes de la ville de Labé. L'aéroport régional et le stade Saïfoulaye Diallo sont des atouts dans cette démarche selon le comité. Dans les périphéries de la ville, 60 hectares sont mis à la disposition du COCAN 2025. Présentement, nous sommes en discussion avec des cabinets attitrés à cet effet pour voir comment nous allons sortir notre feuille de route pour l'année 2019 afin qu'à partir de 2020, si tout se dessine très bien, qu'on démarre les travaux de réalisation des infrastructures. Nous sommes en train de mettre les bouchées doubles pour qu'il en soit ainsi parce que c'est la volonté politique exprimée par le gouvernement, mais c'est aussi la volonté de l'ensemble des populations de la Guinée pour que nous sortions enfin, nous aussi, de cette situation de dire on va organiser, on ne va pas organiser. L'élan du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 en Guinée, doublé de la volonté politique du gouvernement, rassure quant au respect de cette date. Mais faudrait-il encore que l'État mette les moyens à disposition et à temps pour faire de ce rêve une réalité pour les Guinéens? Autre sujet, un dernier hommage a été rendu ce mercredi à l'honorable Diao Kanté. C'était à la faveur d'un symposium au Palais du Peuple, une occasion pour témoigner des loyaux services que l'illustre disparu a rendu à la nation. Les obsèques ont été marquées par la présence du chef de l'État, François Lama. Si nous avons notre vis-à-vis à Cuba, c'est-à-dire que si nous avons le groupe d'amitié, nous pouvons envoyer des messages à ce groupe d'amitié-là pour que nous exprimions la position des élus de la Guinée face à cette situation qui est un problème. L'honorable El Hadji Diao Kanté est décédé des suites de maladie à Johannesburg, en Afrique du Sud. La dépouille mortelle de l'honorable Diao Kanté a été rapatriée ce mardi 25 juin 2019 sur initiative et appui personnel du chef de l'État, professeur Alpha Condé. À l'aéroport international Bessia, la consternation des proches collaborateurs, membres de l'Assemblée nationale, était au rendez-vous. Ce mercredi 26 juin 2019, la levée du corps de l'illustre disparu à la morgue de l'hôpital Ignace Dine. Grande mobilisation des familles politiques, mouvances et oppositions, parents, proches étaient visibles. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, y était présent pour présenter ses condoléances et témoigner de sa solidarité à la famille éplorée. Dans ses témoignages et prières, le chef de l'État n'a pas occulté les loyaux services que l'honorable El Hadji Diao Kanté a rendus à la nation guinéenne. Avant de louer les bons rapports de service, de conseil, mais aussi d'amitié qui existaient entre eux, à la morgue d'Ignace Dine, direction le Palais du Peuple pour le symposium à la mémoire de Diao Kanté. À l'Assemblée nationale, la tristesse est sur tous les visages des députés et du personnel de l'institution. À l'UNED, son parti, c'est l'effondrement. Pour sa famille biologique, lourdement affligée avec la perte de 3 membres en quelques semaines. Le Parlement panafricain qui a dépêché une forte délégation pour prendre part aux obsèques a témoigné de l'expérience de l'honorable El Hadji Diao Kanté et ses apports dans les débats au Parlement panafricain. Il défendait une Afrique unie, développée et démocratique, où le peuple doit vivre avec dignité. Les 3 groupes parlementaires de l'Assemblée nationale se sont relayés et ont livré des témoignages sur la qualité d'homme politique et de diplomate de l'honorable El Hadji Diao Kanté. Tour à tour, les familles politiques guinéennes, à l'occurrence le RPG Arc-en-Ciel et l'UNED, l'Union nationale pour l'égalité et le développement, parti politique dont El Hadji Diao Kanté était le président, ont témoigné sur fond de perte et de consternation. Les associations de Timbitouni et de la préfecture de Pita, d'où est originaire El Hadji Diao Kanté, ont loué le rôle que l'homme a joué dans le développement socio-économique de la préfecture de Pita. Nous présentons toutes nos condoléances
non seulement à l'Assemblée nationale, au Parlement panafricain, mais à la famille du défunt. Que la terre de Guinée qui l'a tant servi lui soit légère. Très ému par la qualité de témoignage à son père, la mobilisation et les différents soutiens apportés, le fils aîné de El Hadj Diao Kanté, Dr Bachir Kanté, a remercié au nom de sa famille le président de la République et l'Assemblée nationale pour les dispositions pratiques prises en faveur des obsèques. Les remerciements vont particulièrement au chef de l'État qui n'a ménagé aucun effort pour le rapatriement du corps de notre regretté dès l'instant qu'il en a été informé. Au président de l'Assemblée nationale et à tous les députés qui ont su diligenter les actions pour la réalisation de ce que nous vivons en ce moment. L'honorable El Hadj Diao Kanté, rappelé à Dieu à l'âge de 76 ans, a été inhumé au cimetière de Cameroun après la prière de 14 heures à la grande mosquée Faisal, Issa Conakry. Il s'en va laissant derrière une veuve, un fils et des petits-fils. Dans un autre chapitre, le Premier ministre, chef du gouvernement, lance le programme d'identification unique pour l'inclusion et l'intégration sous-régionale. Financé par la Banque mondiale, le projet vise à doter tous les Guinéens d'un numéro d'identification. Compte rendu à Camara. L'identification unique pour l'inclusion et l'intégration sous-régionale est un programme d'envergure voulu et soutenu par le président de la République, professeur Alpha Condé. C'est un projet structurant qui va permettre aux citoyens d'accéder à la gamme de services fournis par les secteurs publics et privés à travers un système d'identification biométrique. Aujourd'hui, dans le monde, il y a plus d'1,5 milliard de personnes qui n'ont pas de document d'identité. Quand on revient à l'échelle africaine, notamment Afrique subsaharienne, c'est 500 millions. Dans la zone CEDEAO, c'est 196 millions. Et en Guinée, c'est près de 50-75% des adultes de plus de 15 ans qui n'ont pas leur document d'identité, alors que c'est obligatoire depuis 1995. C'est une question centrale. Et lorsqu'il faut définir les politiques publiques, il est important aussi de connaître les besoins de la population. Le nombre de personnes résidant dans une localité pour savoir est-ce qu'on construit une école parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Est-ce qu'on fait un centre de santé? Est-ce qu'on transforme cette localité en préfecture ou sous-préfecture? Parce que tout simplement, on a un nombre de personnes important. Donc c'est un outil à des décisions politiques. Et aujourd'hui, c'est un outil qui permet une meilleure définition des politiques publiques. Ce programme inscrit dans l'agenda de la CEDEAO privilégie la Guinée et la Côte d'Ivoire. C'est la Banque mondiale qui assure le leadership de financement de ce projet pour un coût total de 50 millions de dollars américains. L'appui financier de l'ordre de 50 millions de dollars, dont 25 millions en crédit concessionnel et 25 millions en dons, est à mon point de vue une belle illustration de cette coopération. Nous pensons qu'avec cet outil, c'est l'opportunité pour les pays de rendre réelle leur stratégie d'inclusion et permettre à tout acteur, tout citoyen de la ville, du milieu rural, indépendamment de sa religion, de son ethnie, d'être capté, d'avoir cet outil qui en fait de lui un agent inclusif de la croissance. Doter les Guinéens d'un numéro identifiant fiable et sécurisé, c'est la clé de voûte de ce programme ambitieux, programme qui tient en compte la promotion d'une bonne gouvernance au service du développement durable. Ce programme a pour objectif d'augmenter le nombre de Guinéens disposant d'une preuve d'identité reconnue par le gouvernement et de faciliter leur accès aux services. Le programme se propose de couvrir, à partir de 2024, plus de 80% de la population guinéenne. Il convient de rappeler que ce programme est aussi un programme sous-régional qui vise à mettre en place un système d'identification au niveau des États et qui puisse s'insérer harmonieusement dans un cadre plus large, celui de la CEDEAO, en tant que levier de développement économique et social.
Toutes les dimensions économiques, sociales et culturelles sont intégrées dans ce projet à caractère sous-régional. Déjà, des plateformes techniques sont mises en place pour la coordination, l'harmonisation et l'exécution efficace et à temps du projet. Comment assurer une gestion durable des ressources halieutiques de la Guinée, laquelle des experts de la FAO et acteurs de pêche ont planché sur la question. La concertation doit aboutir à un plan d'action et une feuille de route pour chaque acteur impliqué dans la lutte contre la pêche illicite en Guinée. Ansoumani Toumani Kamara, reportage. Selon des récents chiffres de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, la pêche illicite représente plus de 26 millions de tonnes de poissons capturés par an au monde. La valeur de cette capture est évaluée entre 10 et 23 milliards de dollars US. La FAO précise que la pêche illégale est courante dans les zones où les mesures de gouvernance du secteur sont faibles. Cette concertation de Conakry vise à évaluer la conformité de la Guinée aux normes internationales relatives à la pêche INN. Cet accord est un accord international donc qui est contraignant, contrairement à beaucoup d'autres, et qui permet à un pays qui possède des ports de se protéger de la pêche illégale faite à l'extérieur de ses eaux ou par des navires étrangers, en fermant l'accès à ses propres ports à tous les navires étrangers qui seraient convaincus d'avoir commis des activités de pêche illégales. L'intérêt est de ne pas participer même involontairement à la pêche illégale en se rendant complice de blanchiment de poissons. Et l'autre intérêt, c'est que si tous les pays d'une région appliquent de manière homogène cet accord, on empêche les criminels qui commettent des activités de pêche illégale de profiter de leurs crimes. Après une première rencontre en 2017, cette rencontre vise à mieux maîtriser le phénomène de la pêche illégale et non déclarée, d'élaborer une stratégie nationale en définissant une feuille de route pour chaque acteur impliqué dans la lutte. Il s'agira pour les participants de voir le dispositif existant en Guinée, que ce soit le cadre législatif, juridique, ensuite les dispositifs de suivi, contrôle et surveillance que toutes les administrations mènent, et voir le contenu de l'accord et les mesures existantes en Guinée en vue de préparer un plan d'action et une stratégie de conformité avec les dispositions de l'accord. Cette concertation de Conakry regroupe les différents acteurs des agences et organisations impliquées dans la pêche en Guinée. La présence des experts de la FAO aide le pays à mettre en place un plan d'action cohérent pour lutter contre la pêche illicite et garantir une gestion durable des ressources halieutiques de la Guinée. Validation d'un document intitulé le référentiel national pour la gestion de la problématique de la compensation des populations impactées par les projets de développement local à Kindia. L'objectif est de faire de ce document un guide pour la gestion de tout déplacement physique et économique. Valérie Talimanet, Mohamed Lamine Kamara, reportage. L'exploitation des ressources minérales du pays connaît depuis un certain temps une forte explosion. Aujourd'hui, une vingtaine de préfectures sont directement impactées. Pour viabiliser les recettes issues de cette production, un document est élaboré. Son but est de servir de guide pour la gestion de tout déplacement physique et économique. À Kindia, administrateurs territoriaux et acteurs impliqués dans le secteur extractif échangent sur la validation du référentiel national unique des projets miniers. Compte tenu des disparités qu'il y a dans les pratiques des sociétés minières en termes de compensation et de relocalisation, il a été décidé par le gouvernement d'harmoniser les pratiques et les mettre à un niveau acceptable au niveau national et conforme aux bonnes pratiques internationales. Cet atelier-là, réunissant tous les acteurs, permettra de discuter, d'échanger, de dialoguer autour du référentiel, du guide qui a été élaboré à cet effet avec l'appui de la GIZ pour que nous puissions trouver un équilibre. Au cours de cette rencontre, des questions comme la compensation, l'indemnisation et la réinstallation des populations impactées par les projets de développement dans notre pays concentrent les débats. Il consiste
à l'amélioration de la collecte des revenus miniers pour l'accroissement du développement socio-économique à la base. L'exemple cité est celui de l'Agence nationale de financement des collectivités en Afrique. 15% du revenu minier, c'est une première mondiale, n'est-ce pas, à l'endroit des collectivités pour leur développement. Aujourd'hui, la Guinée tout entière est en chantier, qui pour la pose de première pierre, qui pour des inaugurations d'infrastructures déjà réalisées. La manne minière y est pour beaucoup. Une fois validé, ce référentiel sur les projets du secteur minier devra permettre l'amélioration des conditions de vie des populations qui passent nécessairement par la gestion des impacts environnementaux et sociaux. Nos attentes sont énormes. Comme vous le savez, la Guinée est sur un processus de développement avec des impacts sociaux énormes. On aurait voulu que ce développement soit un développement durable, un développement équilibré pour tous les Guinéens. C'est dans ce cadre que nous sommes là aujourd'hui pour participer activement à l'élaboration de ce référentiel, aux commentaires et aux suggestions qui viendront de la société civile, et nous sommes déjà d'ores et déjà convaincus que nos recommandations et nos suggestions seront prises en compte. Le résultat de ces travaux va aboutir à la mise en commun des points de vue de l'ensemble des participants. Un équilibre devant permettre la prise en compte de toutes les préoccupations légitimes de l'État et des populations impactées. Ceci pour réduire les difficultés auxquelles font face au quotidien les collectivités locales, notamment la gestion des conflits entre communautés locales et sociétés minières. Les résultats des études menées sur les dépenses publiques dans les secteurs sociaux et l'espace budgétaire en Guinée sont désormais disponibles. Des avancées notables sont notées dans le financement du secteur social, mais pour atteindre les ODD en 2030, il faut plus d'investissements, surtout dans le cadre du respect des droits de l'enfant. Algas Mouba. La Guinée a connu une nette progression dans le financement des secteurs sociaux ces dernières années. De 2013 à 2018, le budget de la santé est passé de 2,5% à plus de 6,5%. Au niveau de l'éducation, le budget a atteint les 14,8% contre 12,8%. En dépit de cette augmentation, la nécessité d'investir davantage dans les secteurs sociaux s'impose. Ces acteurs réfléchissent sur une nouvelle augmentation des investissements pour mieux répondre aux besoins. Il s'agit de donner à ce secteur social-là le budget qu'il faut pour un développement social de tout le monde. Il faut que l'État comprenne que c'est ce secteur-là qui renferme les couches les plus sensibles et les couches les plus vulnérables qui ont droit à une protection spéciale. Ce cadre de réflexion va permettre aux acteurs d'analyser l'espace budgétaire disponible en Guinée. Cela dans le but de déterminer les options de financement permettant le rehaussement des dépenses publiques dans les secteurs sociaux. Aujourd'hui, cet atelier est une opportunité immense de poursuivre le dialogue avec le gouvernement, avec l'Assemblée nationale, avec l'ensemble des partenaires techniques et financiers, pour que nous puissions accroître le budget pour l'ensemble des services sociaux, parce que le développement du capital humain est véritablement à la base du développement tout court. L'Assemblée nationale fera le plaidoyer nécessaire, tant auprès du ministère du budget auprès du ministère de l'économie et des finances, afin que ce secteur ait vraiment une croissance et une attention bien soutenue. La présente rencontre, organisée par le ministère de l'Action sociale, traduit l'engagement du gouvernement à promouvoir le bien-être de la population. Elle contribuera à enclencher un processus de plaidoyer et de programmation budgétaire en faveur des couches vulnérables. Autre sujet d'actualité, construction des services sociaux de base à l'intérieur du pays. La préfecture de Mandiana vient à son tour d'être dotée d'outils de planification urbaine. La population remercie le chef de l'État pour ce projet de développement et de décentralisation. Mama Issata Kamara. Les communes rurales de Saladou et Niantanina sont les dernières étapes du lancement des travaux de construction d'infrastructures de base à Mandiana. Saladou obtient la construction d'un marché et d'une maison des jeunes.
La commune de Nyantanina, elle, aura un siège de mairie et un centre de santé. Le poste de santé sera construit particulièrement à Bagafia, le dernier village qui sépare la Guinée du Mali. Ce village n'a jamais bénéficié d'infrastructures médicales depuis l'indépendance. Nous étions en manque de la mairie et, et des postes de santé. Au jour d'aujourd'hui, on peut remercier le bon Dieu, on peut remercier le professeur Alpha Condé. Et alors, à travers ces gestes pour nous, aujourd'hui nous sommes sur le lieu de la pose de la première pierre. La commune urbaine de Mandiana aussi a bénéficié d'infrastructures de base. Là également, il s'agit d'une maison des jeunes et un collège moderne de 4 salles de classe. Un collège qui vient s'ajouter à un premier fonctionnel depuis plusieurs années. Au-delà du foyer des jeunes qui doit être construit à Koyera, la commune urbaine qui est la référence de toutes les communes de la préfecture n'a aujourd'hui qu'un seul lycée-collège. Les salles de classe sont bourrées. Et nous sommes même dans l'optique d'aller à une question de mi-temps. Donc pour éviter ça, nous sommes servis de ce grand projet pour ainsi décongestionner les salles de classe. Quand vous prenez le ratio élèves-salle de classe à Mandiana, vous êtes au-delà de 150. Ce qui signifie qu'il faut encore de nouvelles salles de classe au secondaire pour décongestionner un peu les effectifs dans les classes. Satisfaites des réalisations du gouvernement dans leur localité, les populations de Mandiana sont déterminées à poursuivre leur soutien au chef de l'État, professeur Alpha Condé, pour la réalisation de nombreux projets. À présent, Guinée en bref, le résumé de l'actualité condensée sous forme de télégramme dans un commentaire de Alpha Isiagaba. Les murs et une partie de la toiture témoignent de la violence des flammes. Dans la nuit du dimanche, un incendie se déclare à la pharmacie centrale de Guinée, à la baie. Les dégâts matériels sont importants, mais le pire a été évité de justesse grâce à l'engagement de quelques particuliers, notamment des habitants du quartier. Il y a eu une grande réactivité des autorités ici. Parce qu'à moins de 2 heures, l'incendie a été maîtrisé. Si l'incendie n'était pas maîtrisé, tous les 2 magasins là allaient partir. Alors c'est dire donc, en voyant ce qui est là, pour moi c'est un succès. C'est un succès parce que les boîtes à images qui étaient là, peut-être on ne pouvait plus les utiliser autrement, mais vraiment c'est un succès. Je tiens encore une fois à féliciter les responsables de la région de l'Abbé pour leur engagement, leur réactivité. Depuis l'incendie de 2017, la pharmacie centrale de Guinée a mis en place un système de riposte contre l'incendie au niveau central et ce système continuera à être installé dans tous les dépôts régionaux. La jeunesse de Dubreka a organisé jeudi dernier un match de gala de football au stade préfectoral de Néguéa. L'objectif est de réunir toute la jeunesse de la localité afin de promouvoir l'unité et la paix. Vous pouvez demander à un jeune aujourd'hui en Guinée, que ce soit à Dubreka, pourquoi tu n'es pas pour la nouvelle constitution? Il ne peut pas te répondre. Un autre qui est là, vous le demandez, est-ce qu'il est partant pour la nouvelle constitution? Il va te dire oui. Oui, pourquoi? Il n'a pas des explications à donner. C'est à nous les intellectuels de le faire comprendre pourquoi ça. Une course olympique de 4 km pour la couche féminine, la marche de 2 km pour les enfants et les personnes du 3e âge sont les 2 activités qui ont marqué la journée olympique à Kirwani. Ces festivités sont placées sous le signe bouger, apprendre et découvrir. Dans la première épreuve, les jeunes ont rivalisé d'ardeur et d'endurance à travers la ville. Le Comité national olympique et sportif a décidé de délocaliser cette fête pour l'envoyer cette année à Kirwani. Je suis reconforté parce que Kirwani a répondu à la paix. Je suis reconforté parce que ça se passe dans la paix, dans l'ambiance. Tout le monde est content.
Et puis nous vous donnons lecture d'une lettre émanant de la coopérative des teinturières de Kindia adressée à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Excellence Monsieur le Président, nous avons l'honneur de vous adresser ce courrier pour vous remercier d'avoir fait renaître en nous l'espoir et la force du combat pour le bien-être et le développement. Cela vient de la grande dédicace de votre second mandat aux femmes et aux jeunes. En fait, Excellence, notre compréhension de cette dédicace est que nous devrions nourrir des initiatives dans nos domaines de compétences pour mener ce pays vers son développement tant espéré par ses filles et fils. À cet effet, la coopérative des teinturières de Kindia, sous l'égide de la Fédération préfectorale des artisans de Kindia, a pris l'initiative d'enregistrer au niveau de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI, basée à Yaoundé, le Kendili. Nous avons l'honneur de vous informer que suite à cet enregistrement, le Kendili devient une propriété intellectuelle de la République de Guinée. Excellence, Monsieur le Président, les mérites de cette action vous revient. Ce n'est plus un secret, le Kendili a pris une allure mondiale, donc il fallait le protéger pour mieux s'en approprier et freiner ainsi les piratages dont souffre aujourd'hui le business mondial. À l'occasion de la fête du 8 mars 2019, vous avez condamné les imitations du Kendili. Nous vous en remercions, car ces imitations sont origines d'une concurrence illégale à la commercialisation de nos produits. Excellence, tout en réitérant notre reconnaissance pour ce qui est fait, nous voulons encore solliciter à travers nos structures d'encadrement votre soutien pour le chemin à parcourir, chemin qui reste encore long car nous cherchons à faire du Kendili un produit à plus de valeur ajoutée. L'ambition, c'est d'en faire un produit d'exportation de la République de Guinée, tout en espérant votre soutien habituel. Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Président, chef de l'État, l'expression de notre très haute considération. Adjatiranké Soirée, la présidente. Célébration demain de la journée internationale des micro, petites et moyennes entreprises initiée par les Nations Unies. Le but est de sensibiliser l'opinion publique sur l'importance des PME dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable. À propos, nous vous invitons à suivre la déclaration du ministre de l'Industrie et des PME, déclaration commentée par Abdulkarim Kamara. Dans les pays à faible revenu, les micro, petites et moyennes entreprises occupent encore une place marginale. En Guinée, elles ont du mal à confirmer leur statut de pépinière, d'innovation et d'esprit d'entreprise. Un souci que les différents acteurs tentent de dissiper sur le difficile chemin de mise à niveau de ces entreprises dans les secteurs formels et informels. La 3e journée mondiale des PME est célébrée dans un contexte où un besoin de restructuration se fait sentir à tout bout de chemin. Les petites et moyennes entreprises constituent l'un des piliers de l'économie nationale car elles possèdent des vertus spécifiques au regard de leur poids en matière de la création d'emplois et de richesses, la production des biens et services ainsi que la réduction de la pauvreté. Elle constitue environ 90% des entreprises d'autres pays avec une prépondérance de micro et petites entreprises évoluant souvent dans des secteurs non structurés ou à l'informel. Pour éviter de sombrer sur ces écueils, le gouvernement pose des actes. Les réformes engagées tournent autour de la mise en œuvre du projet d'appui aux PME, l'adoption de la lettre de politique nationale qui les régit, l'élaboration de la lettre de politique du contenu local et la validation de la charte nationale des PME. L'ambition de notre gouvernement pour les PME est grande et consiste à créer une masse critique de PME compétitives, dynamiques et innovantes, contribuant de manière significative au développement socio-économique inclusif et durable de la Guinée. Dans cette perspective, le gouvernement poursuivra sans relâche la mise en œuvre de sa politique d'appui aux PME par l'opérationnalisation effective de tous les instruments d'accompagnement. Le projet de renforcement de la compétitivité des PME Précop, financé par la Banque mondiale, sera bientôt lancé par le ministère de l'Industrie. Il s'agit de créer un environnement favorable à leur développement.
Désormais, toutes les idées et innovations connaîtront leur maturité dans ce centre d'incubation des PME au quartier Petit Simbaya dans la commune de Ratoma. Voilà, nous sommes au terme de cette édition. Merci de votre aimable attention et passez de bons moments en compagnie des programmes de la chaîne qui a pour mission de vous servir.